La Cité européenne des scénaristes présente. Le plus dur dans ce métier, c'est d'arriver à instaurer, au-delà de la confiance, mais un vocabulaire commun entre nous, parce qu'on fait des métiers techniques. On n'attend pas d'un réalisateur ni d'un scénariste qui nous dise « mets un Do mineur 7 », quoi. C'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est de nous dire « je voudrais qu'à cet endroit-là, on comprenne qu'il y a de l'ironie dans sa phrase ». Les compositeurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans le scénario et qui se présente après, c'est le côté utile, parfois, de la musique, dont les réalisateurs ont besoin. Ça peut avoir l'air négatif, mais c'est le bouche-trou que peut apporter la musique, mais en fait c'est un bouche-trou qui peut être esthétique à la fois et très utile à la structure du film. Le passage d'une scène à l'autre, par exemple, les pivots, les points de connexion. Leur métier, mettre les films et séries en musique. Dans ce 4e numéro de l'émission, la parole est aux compositeurs. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont notamment officié sur les séries Germinal, Les Hommes de l'Ombre et Le Bureau des légendes, sur les films réalisés par Alexandre Aja et par Olivier Marchal, ou encore sur du cinéma d'auteur international. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2021. Eh bien, bonjour, je m'appelle Rob. Je suis donc compositeur de musique de film depuis 10 ans, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Oxygène, film d'Alexandre Aja, un film de science-fiction. Vachement bien. Et puis, je travaille avec Rebecca Zotowski en ce moment, pour la 5e fois. Ok. Ensuite ? Je m'appelle Selma Mutal. Je travaille pour le cinéma, aussi pour la danse contemporaine. Et récemment, j'ai travaillé sur un long métrage en coproduction entre la France et l'Espagne, les Européens. En ce moment, je travaille une coproduction avec l'Inde et la France. Merci beaucoup. Ensuite ? Bonjour, je m'appelle Erwan Carmorvan, je suis compositeur depuis presque 20 ans. Quelle horreur. Je viens de faire 3 séries d'affilée. Astrid et Raphaël pour France Télé, Un homme d'honneur et Luther pour TF1. Et en ce moment, je travaille sur un documentaire avec un réalisateur qui s'appelle Florent Muller, avec qui j'ai déjà travaillé avant. Voilà. Ensuite ? Moi, je m'appelle Audrey Ismaël, je suis compositrice aussi, donc de musique de film et de séries. En ce moment, je finalise un 6x52 pour France Télé qui s'appelle Germinal, qui est une adaptation de l'œuvre de Zola. Puis après, j'enchaîne sur un film avant l'été. Voilà. Et bah, beau programme pour tout le monde. Et enfin ? Alors moi je m'appelle Pascal Laffa, je suis donc compositeur depuis 15-20 ans. Je viens de la pop et là je viens de terminer une série donc avec Julie Gaillet qui s'appelle Une mère parfaite, réalisée par Fred Garçon, produite par Iris Buchet chez Quad. Voilà. Merci à tous pour vos présentations. Quelles sont les premières questions que vous posez à la lecture d'un scénario ? Moi, je vais me demander tout de suite où est-ce que s'insérerait le personnage musique et quelle tête il a et quels cheveux il a et quels vêtements il a. Et enfin, voilà, en général, la première démarche pour moi, c'est de définir un peu la palette de couleurs avec laquelle je vais proposer des musiques. Et en fait, une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à composer. Mais vraiment, en amont, c'est définir l'orchestrarium et l'instrumentarium de la bande-son. Et qu'est-ce que ça m'évoque comme son et comme texture. Pascal ? Oui, je suis assez d'accord, ça tourne autour de cet acteur en plus qui est la musique et qui vient jouer un rôle fondamental, même si on a tendance à l'oublier souvent. Pour moi, ça appelle tout de suite des mélodies, des gimmicks en fait. Comme je viens de la pop, j'aime les chansons, j'aime tout ça, donc c'est d'abord peut-être des thèmes, moi. Je suis un peu à l'ancienne. Moi, j'avoue que j'ai un rapport un peu d'attraction-répulsion avec le scénario. C'est-à-dire, je suis à la fois excité quand on m'envoie un script et en même temps, je trouve ça assez repoussant parce que je vois que c'est long, c'est littéraire, je trouve ça un peu effrayant. Donc, j'ai du mal à me jeter dedans souvent. Donc, en fait, je pense beaucoup au scénario avant de le lire. Donc, je regarde qui l'a écrit, je me demande pourquoi on me demande à moi, j'essaie de comprendre quelle est l'idée, en fait, de mon rapport à cet objet qu'est le scénario, avant même de le lire. Et après, donc si j'arrive à avoir le courage de le lire, ce qui arrive quand même assez souvent. Des fois, il faut. Ouais, quand il faut y aller. Je ne réfléchis pas du tout en termes de musique. En fait, je me considère pas vraiment comme un musicien quand je lis le scénario.
mais comme un partenaire global de cette œuvre que sera le film ou la série ou peu importe. Donc j'essaye de voir la sensibilité, de quoi ça parle, ce que ça m'évoque, est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que ça me plaît. Parfois je me trompe, c'est-à-dire que je trouve c'est pour ça que je suis un peu effrayé par les scénarios, parce que je trouve parfois un scénario, je passe complètement à côté, je trouve ça nul parce que c'est pas forcément bien écrit, parfois c'est très aride, ça dépend des scénaristes, il y en a qui ont des façons d'écrire très littéraires, d'autres au contraire c'est très sec et vraiment c'est plus formel, enfin je sais pas comment dire, fonctionnel, voilà. J'essaye de piger en gros pourquoi je lis cette chose. Moi, je me rentre beaucoup dans l'histoire du scénario pour voir quel est le dosage de la musique. Je me pose toujours la question, comment je vais rentrer ici, avec quelle intensité ou pas, avec quel recul ou pas. J'arrive à saisir l'atmosphère assez vite et je peux être très objectif par rapport à la musique. Je me dis, est-ce que vraiment il faut rentrer ici? Comment je vais aborder ce thème, cette histoire, la globalité du scénario? Faut pas oublier aussi que dans les scénarios, vous avez des séquences qui sont très musicales parfois, qui sont concrètement musicales. Et là aussi, il faut se poser la question, bon, là, je vois de la musique, comment je vais interagir par rapport à l'existence de cette musique? Par exemple, vous avez une présence de musique qui est déjà citée dans le scénario. Et enfin, Erwan, les premières questions que tu te poses à la lecture d'un scénario? C'est marrant parce que je me retrouve assez dans ce que tu disais, Rob. Je mets des fois un peu de temps à rentrer dans la lecture. C'est pas un truc que je fais instinctivement. Il y a une personne avec qui je lis systématiquement le scénario et je le lis de A à Z d'un trait, c'est Olivier Marchal. Parce que c'est très littéraire justement et c'est très agréable à lire. Il y a un côté très écrit, très fonctionnel, beaucoup moins fonctionnel et puis aussi il y a une façon d'écrire qui est très visuelle. Enfin, il y a beaucoup d'images dans ce qu'il écrit, de sensations, d'odeurs, de choses comme ça. Mais par contre, je pense assez peu en termes de musique. Je me laisse plus porter. En fait, j'ai un peu la même attitude quand je vois un montage la première fois. C'est que je veux pas penser à la musique. Je veux juste être spectateur. Et à la lecture du scénario, je préfère être comme ça aussi. Le lire sans trop me poser de questions sur qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt ressentir, comme tu disais aussi, si ça me plaît, si ça me plaît pas, juste le sentiment de l'histoire en elle-même. Et puis après coup, je la laisse un peu maturer et je me dis qu'est-ce que je peux faire là-dessus. Ouais. Justement, on va continuer sur cette question-là. Dans une histoire ou dans un scénario, quels sont vos points d'appui pour composer vos musiques et vos ambiances? Moi, je dirais que j'ai une approche très émotionnelle, pure, et donc je prends pas spécialement d'éléments, sauf si c'est un vrai appel du scénario. J'ai des exemples que je pourrais citer précis après, mais j'essaye de dégager un sentiment global et de voir ce que ça génère en moi. Et après, je me laisse entièrement porter par cette sensation pour composer dans le vide, sans me dire alors telle séquence c'est sûr qu'il faudra un truc hyper rythmé parce qu'il y a du suspense et que le mec après se planque et qu'après nanana il se fait buter. Pas du tout comme ça, mais plus genre alors voilà l'idée générale qui se dégage de cette histoire, qu'est-ce que ça m'évoque? Et je me laisse aller comme si c'était une transe, quoi. Mais alors après, il y a bien sûr des cas particuliers. Je travaille sur un scénario en ce moment où la musique est un des stimuli qui fait que le caractère devient un assassin. Donc il faut penser à cette musique, mais c'est une nécessité scénaristique. Le champ de création à partir d'un scénario est quand même très vaste. C'est-à-dire que là, on peut essayer de théoriser, mais en vrai, il y a 10 000 scénarios possibles et 10 000 façons d'aborder la création avec le scénario. C'est qui est intéressant, c'est comment chaque scénario, vous pouvez trouver votre place. Moi, j'ai 2-3 exemples en tête, mais notamment tout ce qui est film, on va dire, parodique, où là, la question se pose finalement pas tellement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire 2 films qui étaient genre des parodies de genre, donc une parodie de thriller et une parodie de space opéra. Là, pour le coup, tout est dans le scénar, finalement. Les codes sont déjà posés, on sait vers quoi on va aller, il n'y a pas trop de questions à se poser sur le langage qu'on va adopter, puisque si on a un space opéra, on sait déjà qu'on va opter pour une écriture assez orchestrale et on fait une référence un peu à Star Wars et ce genre de choses. Forcément, ça va amener un type d'écriture. Après, on pourrait très bien décréter qu'on veut le traiter différemment, mais du coup... Tu pourrais faire à la Blade Runner. Ouais, et exactement. Avec mais sauf que si le film est vraiment dans la veine du space opéra classique, effectivement, ça... Voilà. Et du coup, c'est le genre qui est un point le d'appui. genre est un point d'appui systématique. Après, j'imagine que sur d'autres histoires, oui, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large et c'est pas parce qu'on fait un film qui se passe à la campagne qu'on va mettre de la mandoline ou... Enfin, je veux dire, c'est pas une nécessité, quoi. Il y a surtout, en fait, le point de vue du réalisateur, en tout cas du metteur en scène, qui, à travers un scénario, a besoin aussi de transcender le truc d'une certaine manière, puis d'y amener beaucoup de personnalité, de singularité. Pareil pour le montage. Le montage, ça fait tout, en fait. Ça peut complètement changer la narration du film, et du scénar en particulier. On peut être ailleurs, totalement ailleurs, en pensant les choses différemment. Moi, j'ai fait un film indépendant. Qui dit indépendant dit normalement un peu de liberté.
C'est un film qui s'appelle Le baiser de Mésopotamie, une sorte de Roméo et Juliette kurde, voilà. Donc l'idée c'est évidemment, est-ce qu'on va mettre des musiques un peu ethniques, mélanger ça à un truc un peu plus européen, occidental. La narration là du réalisateur, lui, voulait un truc particulier, la monteuse, elle voulait des musiques très occidentales. Donc il y a toujours un truc de limite sur laquelle on doit surfer nous, qui est toujours délicate, et puis y mettre de la personnalité en plus, là c'est chaud quoi. En fait c'est vraiment le truc de suivre l'endroit où a priori le film nous emmène ou pas. Moi j'aime bien me dire que c'est le personnage principal et son intériorité qui est pas forcément visible dans le scénario et derrière à l'image. Moi c'est l'endroit que j'aime bien mettre en musique, c'est vrai, en venant aussi plutôt de la pop, du songwriting. Ça m'est arrivé même de faire la chanson du personnage principal où j'adore, ça a libéré plein de chansons que j'arrivais pas du tout à faire. Donc évidemment il y a quelque chose de très personnel dedans, mais c'est ces personnages-là qui m'ont amené sur ces chansons-là. Et je pense à Nicolas Britell, qui est un compositeur moi que j'aime beaucoup, pour le citer par hasard, qui est un peu un petit gars qui fait des trucs super. Par exemple, moi je pense à la BO de Moonlight, qui est une BO que j'adore, parce qu'en plus j'adore où il a mis la musique, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand je vois Moonlight qu'il est venu parler de la solitude absolue de ce personnage principal qui vit à Miami, dans un quartier un peu défavorisé, qui est homosexuel, qui vit tout ce chemin vers ça sur 3 périodes différentes. Et en fait il a choisi de mettre une musique très de chambre avec un piano et quelques instruments, quelques cordes, mais vraiment traitées de manière très 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 aride, etc. Et en fait il a détuné les pianos, enfin bref, techniquement il a fait un truc très costaud, mais au-delà de ça je trouve que du coup il a vraiment choisi de mettre en place l'intérieur et l'invisible du personnage. Le contexte peut être un point d'appui, le personnage peut en être un, on a eu le genre. Est-ce qu'il devient quelque chose d'autre, Selma, dans tes points d'appui, toi, sur le scénario Non, je rejoins, c'est ce que dit Audrey. Pour moi, c'est vraiment le personnage, mais aussi l'écoute de ce que le réalisateur attend, parce que parfois, il fait son spotting session et il fait... je dis, oui, ici, je veux de la musique, ici, je veux pas, mais on peut proposer. Je pense qu'il faut proposer. C'est pas une question d'ego, parce que parfois, ils sont très ouverts aussi, et ils disent, ah, tiens, c'est pas mal, mais je pense que c'est beaucoup plus dans cette direction-là. Ce serait aussi pour le personnage pour toi, du coup. Alors, j'interromps un instant la discussion pour vous donner 3 définitions de termes techniques qui vont revenir aujourd'hui. Selma vient de parler de spotting par exemple, donc c'est l'action de définir à quels endroits du scénario ou du montage on ajoutera de la musique, où elle commencera et où elle s'arrêtera. Il sera également question dans cette discussion de temp music ou de temp track. Il s'agit d'une musique temporaire que les monteurs utilisent dans un premier temps, en attendant que les compositeurs leur soumettent la musique originale. Et enfin, 3e terme technique, les stems. Il est question de fichiers musicaux où sont séparées les pistes, par exemple les cuivres d'un côté, les voix de l'autre et les percussions d'un autre encore. Ce qui permet aux monteurs de ne piocher que certaines pistes de la musique s'ils veulent utiliser juste les cuivres, juste les voix ou juste les percussions plutôt que toute la musique. Spotting, temp music et stem, voilà, retour à la discussion. Mais ce qui me paraît important de dire pour revenir vraiment à le scénario comme point de départ et comme outil, c'est qu'en fait, au moment du scénario, le film touche encore à l'ordre du fantasme. Est-ce que le film existe quand le scénario est écrit ? C'est une question qui est assez intéressante parce que on pourrait dire oui, on pourrait dire non. En tout cas pour moi, j'ai l'impression que là, le film est encore dans un fantasme. C'est-à-dire que je lis le scénario, je rêve le film idéal. Je peux m'imaginer les décors que je veux, le cast que je veux, le montage que je veux, la durée que je veux. Et donc à ce moment-là, le film est en quelque sorte parfait. Pour moi, c'est un moment extrêmement fertile pour l'inspiration parce que là, j'ai aucune limite. J'ai pas encore justement ni le monteur, ni le réal, ni le budget. J'ai rien sur le dos. J'ai juste l'amour de ce que j'ai envie de faire pour ce film-là. C'est l'ascenseur. L'amant quand il monte l'ascenseur, l'amant qui monte les escaliers pour retrouver le moment où tout va être possible. C'est le moment où on a, voilà. Et donc si à ce moment-là on sent qu'il y a quelque chose de fort, alors on se dit ok, il faut faire le film et puis on va trouver tout ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un moment précieux. C'est pour ça que c'est si agréable de travailler sur le scénario pour nous compositeurs. Et c'est pas toujours le cas, on le sait. Parfois on arrive en fin de projet, mais donc j'ai l'impression que c'est un moment où on peut nous libérer notre créativité. C'est très important de nous faire intervenir ici. Si je parle de mon cas, c'est pas souvent qu'on me donne le scénario en amont, j'arrive plutôt quand l'image est montée, mais c'est vrai qu'il y a souvent une relecture du film au moment du montage qui peut des fois déstructurer complètement l'histoire qu'on a lue. J'ai quelques exemples en tête où j'ai pu travailler au scénario, et en fait c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire soit on trouve des idées qui vont totalement geler le film et donner toute une direction, soit ça va être... J'ai un cas précis d'un film où j'ai écrit à la lecture, j'ai écrit tout un tas de thèmes que tout le monde trouvait fantastiques. Et dès qu'il a fallu les monter sur l'image, il n'y a plus rien qui marchait. Il n'y avait plus rien qui a été dans le style du film. Et du coup, j'ai recommencé tout à zéro, en fait. Et c'était très frustrant parce que j'avais carrément obtenu un consensus
totale sur la musique au moment de la lecture, et tout le monde était d'accord et même ils avaient diffusé pendant le tournage des morceaux, et en fait rien fonctionnait au montage. Ça accompagnait la fabrication du film, mais pas le film. Après, donc du coup ça fait des morceaux bonus sur la BO, mais à part ça fait rien de plus, quoi. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît quand vous lisez un scénario? On parlait tout à l'heure de la liberté que ça vous donne, parce que pour l'instant, comme vous pouvez imaginer le film idéal. Moi, c'est l'imagination. J'ai eu beaucoup de chance parce que je travaille beaucoup en fonction de scénario. Mais comme tu disais, il faut avoir la chance d'avoir cette collaboration qui te permet, de point de vue de temps, de parler avec le réalisateur. Et bon, c'est comme tu dis aussi, le film n'existe pas, t'as beaucoup de liberté. Mais cette capacité d'imaginer que tout est possible, d'aller, et après, une fois que ça colle avec l'image, de se dire oui, c'était ça. Pour moi, c'est le moment le plus incroyable. Surtout de point de vue de tempo. Que le tempo que j'ai imaginé, parce que c'est ça l'image, hein, l'image, tu rentres pas seulement sur quelque chose de visuel, tu rentres dans le tempo de l'histoire. Et là, de capter le tempo de quelque chose, c'est vraiment, c'est le jeu d'échecs, comme je dis. Ouais, moi j'allais dire, c'est marrant parce que c'est un moment où moi j'ai une petite, tu disais trans tout à l'heure, mais j'aime bien ce mot-là et je trouve que c'est assez vrai. C'est marrant parce que compositeur, on était avec Rob il y a 2 semaines au festival scénariste et compositeur. On était dans le jury musique ensemble et c'était rigolo parce que c'est le festival qui met en relation les scénaristes et les compositeurs. Sachant on partage ce trait commun d'être cousins, on termine ce que les scénaristes commencent quand ils sont pas réalisateurs ou voilà. Et du coup il y a ce truc de, à la fois on est très seul en fait finalement au moment de la prépa, du tournage, tout au moment des fabrications où tout le monde est tous ensemble. Nous, en fait, on n'est jamais tous ensemble avec tout le monde, ce qui, moi, est un grand regret, parce qu'à la base, je fais de la musique pour me faire des copains, donc du coup, bref. Mais du coup, c'est vrai que ce moment où il y a que le scénario, il y a une petite transe au moment de le lire où j'ai l'impression d'avoir un pouvoir après, j'ai plus jamais, d'ailleurs. Par exemple, la Germinal, donc la série sur laquelle je travaille en ce moment, j'étais hyper contente parce que donc j'ai fait un thème Germinal qui est resté le thème Germinal, qui est le thème du générique que j'ai fait à la lecture du scénario. Tout le reste a été dégagé, mais ce truc-là, je me rappelle très bien de ce petit moment de transe où, en fait, à ce moment-là, il y avait ce scénario et ce travail de musique et qu'en fait personne n'avait encore le moyen de faire quoi que ce soit parce que la prépa avait même pas commencé, etc. Et du coup, je sais pas, il y avait une espèce d'exclusivité entre le scénario et la composition et c'était un petit moment de transe sur lequel j'adore composer sur le scénario au moment où il existe que ça. C'est une discussion entre auteurs en fait. Exactement. Il y a un petit côté comme ça. Exactement. Complètement. On se comprend. Tout moi, je suis toujours épaté quand je discute avec des scénaristes, ce qui arrive malheureusement pas assez souvent, c'est de voir à quel point on est confronté aux mêmes problématiques. Même si on parle de choses super pragmatiques du métier, hein, on est souvent confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes délais, aux mêmes difficultés, et on se pose les mêmes questions et ainsi de suite. Et c'est toujours intéressant de discuter avec les scénaristes, ne serait-ce que pour même si c'est dans un cadre d'une télé, de quelque chose de très précis, ça réhumanise un peu tout le processus. C'est-à-dire d'un seul coup, on se dit bon, on fait pas que de la télé pour vendre du Coca-Cola, on fait aussi un truc où on met un peu de nous-mêmes et de discuter avec des scénaristes, ça amène ça, je trouve. Pascal et Rob, est-ce que vous avez quelque chose en particulier qui, en tant que compositeur, que vous allez rechercher et apprécier dans un scénario? Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas. Ça marche aussi. Voilà, compositeur de musique de film, on a une part de responsabilité dans la direction artistique d'un film. Donc il y a la déco, il y a plein de trucs, voilà. Mais nous, on a une part très forte. Et donc, selon notre orientation, notre choix, on va pouvoir quand même donner une connotation artistique forte. Si on décide de faire une BO reggae, par exemple, ce qui heureusement n'arrive presque jamais. Voilà, ça peut amener. Heureusement. Ça peut amener le film, voilà, dans un contresens quasi systématique, puisqu'il y a peu de films finalement sur le rastafarisme. Et qui traite de la Jamaïque. Ce que je veux dire par là, c'est que donc voilà, on a une empreinte, on a une responsabilité forte. Et donc ce que je n'aime pas dans un scénario, c'est quand, et c'est souvent à la demande du producteur, je parle de ça parce que je suis confronté au problème en ce moment, pour rassurer le producteur, le scénariste va intégrer au scénario des indications musicales, genre l'héroïne rentre dans la pièce et on entend Beyoncé. Donc oui, ça rassure le producteur parce qu'il va se dire cool, il y a Sauf des quand tubes, il va devoir acheter Beyoncé. Ça indique pour qui, voilà, à qui le film va s'adresser, ça indique à quelle tranche d'âge, ça va, donner aussi une. C'est pour se rassurer. Voilà, vous parlez du contemporain dans le film ou au contraire, voilà, si on met du Schubert, si on met du Beyoncé, voilà, ça va donner une vraie direction artistique et un placement, quoi. Et je trouve que pour nous musiciens, ça nous enlève une part de notre créativité et de notre responsabilité aussi. C'est-à-dire que justement, le principe de la musique originale, ça va être, comme son nom l'indique, une forme d'originalité, de création, d'unicité, et donc de trouver quel est le sens précis du film et sa couleur précise. Et donc, quand il y a ces indications, moi, j'aime pas. Je dis le scénario, je suis là, alors bon. C'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. On peut peut-être discuter un peu des thèmes musiques, en fait, et de toutes ces musiques qu'on met avant
que nous on intervienne. Moi, je sais que le premier job que j'ai fait, c'était pour le making-of du 5e élément. Et le monsieur qui a réalisé ça avait eu la bonne idée de mettre Purple Days. Donc tu te dis, ok, le premier truc que je fais, c'est faire un cover de Jimi Hendrix. Est-ce que c'est possible de faire ça en fait aussi bien? Non, on fait toujours moins bien. Donc là, c'est toujours super complexe de rentrer là-dedans en se disant bon bah alors, comment je vais moi mettre ma patte là-dedans? Est-ce que je suis toujours dépendant de ce fameux morceau qu'on a mis? Et voilà, on n'est pas à l'abri que le réalisateur soit totalement fan de Beyoncé, donc ou que la réalisatrice soit fan de Beyoncé, que c'est ça qu'elle veut entendre absolument, et du coup, bon bah. Mais c'est différent de la theme music, parce que la theme Oui, music, on est d'accord. C'est différent, c'est différent. C'est différent. Plus sur le Ouais, mais le nombre de réalisateurs qui tombent amoureux de leur theme track, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 lectures, on est tous fans du morceau qu'on vient d'entendre. Hein. C'est juste que quand c'est au scénario, moi j'ai l'impression qu'on me vole une partie de mon fantasme. Oui. C'est-à-dire là où moi je m'apprêtais à rêver le film idéal, tout d'un coup on me dit bah non en fait ça va être ça. Et donc là je suis là genre bah bof quoi. Mais d'où l'intérêt de composer quand même, le fait de composer au scénario et donc du coup de proposer ses couleurs, etc., éventuellement de les faire valider ou en tout cas adhérer, même si derrière ça peut changer d'avis comme tu le disais, mais en tout cas conceptuellement et dans l'idée. Et derrière, moi je sais que par exemple là encore une fois sur Germinal, il y avait des thèmes qui avaient été validés, j'ai envoyé les stems au monteur et en fait ils ont du coup pas fait de thème track. Et ça c'est génial parce que quand tu peux thème tracker avec la musique originale, c'est vrai que du coup quand tu peux faire ça c'est pas mal. J'ai souvent ce cas-là quand je travaille avec Marshall parce que sa monteuse et Marshall refusent d'avoir de la theme track. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent voir la scène avec la musique qu'il va y avoir sur la scène. Ce qui m'oblige à faire ce que tu fais, c'est-à-dire envoyer tous les morceaux avec des stems, mais ce qui m'oblige aussi à travailler en même temps que le montage, et donc de travailler ultra vite tout le temps. Alors ce qui a des côtés sympas parce que du coup, il y a que ta musique qui est utilisée sur le film, ils ont pas la tentation d'aller chercher un Beyoncé ou un truc comme ça. Par contre, une fois que les choses sont posées, d'un seul coup, ça devient gelé et on peut plus y retoucher. Et le truc, c'est que parfois, on se dit, c'est quoi la musique originale? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ce que j'ai écrit moi ou est-ce que c'est les 3 stems qu'ils ont mis? Le simple fait de poser ça et de faire une tambouille avec tout ça, ça nous coupe aussi un petit peu de notre fantasme quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire de la librairie et puis que, en gros, la musique est posée un petit peu comme elle devient que fonctionnelle. C'est-à-dire, ah bah tiens, là j'ai besoin d'un bout de corde, je pose un bout de corde, là j'ai besoin d'un bout de percu. Mais en fonction des délais, on est souvent bloqué avec ça aussi. Aujourd'hui, on a tellement peu de temps finalement pour travailler sur les choses que les choses se gèlent au moment du montage très vite et nous, on a quasiment pas de temps pour retoucher derrière. Erwan, tu parlais à l'instant des échanges avec les scénaristes que tu trouvais cool. C'est une question que je vous posais à tous. Quelle est la nature de vos échanges avec les scénaristes quand vous causez avec eux? Est-ce que vous causez des fois avec eux et de quoi parlez-vous? Moi, j'ai jamais travaillé avec un scénariste directement. Avec un réalisateur qui écrit le scénario, mais qui a l'assistance d'un scénariste. Je travaille beaucoup à l'étranger. En fait, en long métrage, j'ai surtout travaillé à l'étranger. Et là, c'est notamment les réalisateurs qui sont les scénaristes. J'ai l'impression qu'on donne pas la légitimité aux scénaristes de parler aux Exactement. Et c'est ce que je voulais dire. Et c'est exactement ce que je voulais dire parce que comme tu dis, on fait à peu près le même métier. C'est ça, en fait. Et c'est eux qui mettent en service la structure du film, en fait. Personne d'autre ici parle un peu avec les scénaristes, toi, Rob, non plus? Non, je parle qu'aux scénaristes qui vont réaliser le film. Ouais. Le scénariste connaît pas. Même informellement, en dehors du travail à côté ou autre. Je suis pas sûr que ça existe un scénariste d'ailleurs. Jamais vu. Dans le cas des séries, c'est même pire dans les cas des séries. Pourtant, les scénaristes sont encore plus en pouvoir, en théorie. Absolument. T'as parlé avec les scénaristes sur Germinal? C'est Julien Lilti qui a fait l'adaptation de Germinal. Je trouve qu'il a fait un truc super. Quand le scénario est arrivé dans ma boîte mail et j'ai vu que c'était lui qui avait fait l'adaptation, je suis partie en étant très contente. Tu vois, mais lui as-tu parlé? Non, c'est le réalisateur, mon interlocuteur. Qui, dans ce cas-là, du coup, est pas l'auteur. C'est bien le rôle du réalisateur, si je me trompe pas. C'est-à-dire, c'est le directeur, c'est lui qui crée le lien entre tous les postes. Ouais, alors, si ce n'est que maintenant, dans pas mal de séries, enfin, je commence à voir le cas, c'est que les scénaristes deviennent des espèces de showrunners aussi. Il y a une série, notamment, sur laquelle je travaille, où le scénariste est clairement fait office de showrunner. Il passe sur le tournage, il vient faire les validations des musiques. Quand je valide les musiques sur les épisodes, j'ai le producteur et le scénariste. Et pas le réalisateur. Ah ouais? Ouais. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Bah oui, parce qu'en fait, les réalisateurs tournent. Comme les réalisateurs, toi, tu dois avoir ça sur le bureau des légendes. Ouais, où c'est le showrunner. Bon, il se trouve que le showrunner, dans ce cas précis, Éric Rochant, est scénariste, producteur, réalisateur, il fait tout. Voilà. Mais en fait, c'est exactement la même chose que dans les films. Il y a des cinémas d'auteurs et il y a des séries d'auteurs, en fait. Mais je pense que le scénariste seul n'a aucune légitimité de parler à aucun autre chef de poste, en fait. Il est vraiment isolé. Mais du coup, toi, sur le bureau des légendes, pardon, j'en profite de poser une question. Du coup, c'est Éric Rochant qui gère la musique et pas les réalisateurs au fur et à mesure. J'ai jamais parlé à aucun réal, sauf quand c'était Audiard, parce que tout le monde avait peur de lui parler, donc on m'a laissé tout seul avec lui. Okay. Ah oui, je savais pas. Putain, c'est ouf. C'est très amusant parce que je suis allé parler à l'école Courtrage-May il y a pas longtemps. Il m'avait invité pour venir
faire une rencontre. Et donc, moi, je pensais que c'était que des réalisateurs, mais il y avait réalisateurs et scénaristes, en fait. J'avais pas réalisé que c'était mélangé dans la formation. Et étrangement, ceux qui me posaient le plus de questions, c'était les scénaristes. Les réalisateurs posaient des questions un peu techniques, genre comment est-ce qu'on fait pour travailler avec un musicien, et ainsi de suite. Ce qui est étrange, c'est que je crois, pour avoir quand même quelques scénaristes dans mon entourage, je crois qu'en plus, ils travaillent tous en musique. C'est-à-dire que tous écoutent de la musique pendant l'écriture et ça les porte et ça les aide et ça les inspire, etc. Donc il y a une vraie interrogation sur y a-t-il un lien à créer? Est-ce que ce lien est important et nécessaire? Est-ce que c'est porteur de meilleur travail, de meilleure écriture, de meilleure Co-écriture qualité? entre un compositeur et un scénariste. Si je peux dire quelque chose, moi je préfère le scénariste qui travaille à la musique que le réalisateur qui travaille à la musique et qui se fixe avec une musique après. Ça c'est le temp love, ça s'appelle. Oui, je ne sais pas. Il m'a dit, tu sais, pendant le processus d'écriture, Bach m'a tellement accompagné, je vois tout à fait ça. Et le gars, il est parti. Il verrouille, quoi. On va revenir à un truc plus de théorie et de scénario. Vous, quels sont vos moyens qui vous plaisent de contribuer à une histoire? Comment vous enrichissez l'histoire? Comment vous l'apportez? Est-ce que vous apportez juste une atmosphère, une émotion? Moi, je parlais de révéler l'intime du personnage principal, et je pense par exemple à Gueule d'Ange où il y avait deux personnages principaux, mais cette petite fille et sa mère. Et en fait, on s'est dit qu'on avait envie de faire une musique pour parler d'une tragédie intérieure de ce fameux personnage incarné par Marion Cotillard, et on avait envie de parler de la tragédie intérieure et pas du mélodrame qu'on voyait. Et donc du coup les choix de mélodie se sont vachement appuyés sur quelque chose de tragique et pas mélodramatique. Du coup voilà, je pense à cet exemple-là. Et en scénario, ce que du coup j'ai fait cette petite expérience de coécrire un scénario de long métrage en n'étant pas du tout scénariste, mais du coup cette expérience-là, je me suis rendu compte que c'était exactement ça, c'était essayer de montrer aussi la partie un peu invisible, et donc du coup qui ne se filme pas, oui. Ouais, exactement. Moi, les scénarios qui me plaisent sont ceux qui arrivent avec des actions qui parlent plus que des mots, etc. Ça a fait lien, ça a vachement renourri mon travail d'ailleurs de compositrice d'avoir fait cette expérience-là. Et du coup, voilà. Pascal, comment toi tu vois ton enrichissement de l'histoire? Rien n'est plus important que l'émotion, en fait. Ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça, mais je vois pas plus important que ça, quoi. Est-ce que la musique va apporter en effet quelque chose de différent de ce qu'on voit, parce qu'on en a un peu assez de faire des sous-titres, je veux dire, musicalement. Puis est-ce qu'on est à l'image? C'est ça. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener vraiment quelque chose de plus profond, d'amener ce qu'on voit pas, mais encore une fois, c'est assez difficile de le mener, c'est un combat, parce qu'il faut pouvoir vendre ça, quoi. Au réal, au prod, machin, qui eux sont très enfermés dans un truc un peu formaté, en fait. Enfin, formaté pour eux, en fait, hein. Ils voient les choses de cette manière. Difficile, des fois, de les faire changer d'avis et de les amener un peu ailleurs. Donc, au début, on rêve, c'est vrai. Et puis après, je trouve que le challenge, pour moi, c'est d'arriver à faire le job, quoi. Faire le job pour de vrai. C'est un bon résumé. Non, mais d'arriver à le faire bien, en y mettant de la personnalité. Je me souviens d'avoir fait la musique d'un film qui s'appelait Sueur, réalisé par Louis-Pascal Couvler, qui était un film qui se passait dans le désert. Le réalisateur, Louis-Pascal, était adorable, mais il était obsédé par le hard rock. Il y avait lui, et puis il y avait Samuel Adida, qui était le producteur de l'époque, distributeur, qui lui était fan de musique d'Hollywood épique. Bon, voilà. Et puis moi, au milieu, je me retrouvais dans un truc. Démerde-toi avec ça, quoi, en fait, tu vois. Puis mets-y de la personnalité, surtout. Essaye de te placer, toi, au milieu de tout ça. Et puis respecte tes personnages, et puis respecte aussi... Et tout ça, c'est super délicat, en fait. Donc, à la fin, on arrive à un truc, c'est sûr. Du moment qu'on arrive à faire le job, moi, c'est ça dont je suis content à la fin. Et si j'ai réussi à mettre un peu de personnalité, super. C'est très dur de théoriser parce qu'en vrai, quand on le fait, on sait pas exactement ce qu'on fait. Moi, je dis souvent que je fais n'importe quoi et je vois ce qui marche ou pas. Mais alors, s'il fallait théoriser, j'ai l'impression, et je vais prendre un exemple précis. J'ai l'impression qu'en gros, il y a la musique de ce qu'on voit, et qui est nécessaire, même si on n'aime pas forcément ça, mais spécialement, je pense aux films de genre, par exemple, où il y a une course-poursuite, il faut une musique de course-poursuite pour être stressant, pour que ça aille plus vite, voilà, pour mettre du suspense. Il y a la musique de ce qu'on ne voit pas, donc ce qu'évoquait Audrey, donc l'intériorité des personnages, quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la sensation, de l'intimité, etc. Et puis, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la direction artistique. Et donc, par exemple, Maniac, remake d'un film d'horreur, voilà. Donc moi j'ai fait un remake réalisé par Frank Calfoun, produit par Aja, donc film de genre par excellence, très sanglant, très gore et tout ça, assez glauque. Donc c'est l'histoire d'Elijah Wood qui scalpe des meufs à Los Angeles la nuit.
Donc, Déjà. la musique de ce qu'on voit. Il poursuit ses filles, donc il y a du suspense. Elles savent pas qu'elles sont poursuivies. Nous, on le sait, spectateurs. En plus, c'est tourné en caméra subjective, donc c'est très prenant. On est vraiment dans le personnage. On crée une musique de suspense, voilà, pour faire peur. Film de genre. Ensuite, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, pourquoi il tue ses filles? Parce que lui-même est traumatisé, parce que sa mère était une pute et que enfant, il a des traumas, voilà. Donc, pour jouer l'intériorité du personnage, au lieu de mettre en permanence en musique les scènes gore et de faire une musique genre hyper crade, sanglante, je vais au contraire faire une musique enfantine, toute naïve, émotionnelle, donc qui va nous mettre, nous, spectateurs, dans un état un peu chelou de je suis en train de regarder une fille se faire scalper et en même temps j'entends une petite boîte à musique qui me donne envie de pleurer, mais je pleure pas pour elle, je pleure pour lui. Donc un peu étrange. Intériorité, ouais. Voilà. Et enfin, direction artistique, voulait rappeler quand même une sorte d'hommage aux films d'horreur des années 80 et un côté un peu Los Angeles la nuit et tout ça. Donc musique un peu synthwave, voilà, avec des gros synthés, des basses profondes, des sons un peu électroniques et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça résume assez bien ce qu'on essaie de faire et ce qui était déjà possible au scénario. 3 espaces de création. Exactement. Je repense à ce que tu disais sur le côté, il y a une course-poursuite, on doit mettre une musique de course-poursuite. En fait, c'est amusant parce que, encore une fois, je pense que c'est juste des volontés, en fait. C'est-à-dire que rien n'oblige à mettre une musique de course-poursuite sur une course-poursuite. Le meilleur exemple que j'ai, c'est sur un film, quelqu'un me dit, non, tu vois, ce qu'il faudrait sur cette scène, c'est le type de musique qu'il y a sur la poursuite dans Bullitt. Tu veux dire la course de voiture? Ouais. Mais il n'y a pas de musique sur la course de voiture de Bullitt. Ah bon? J'ai dit, bah non, il n'y en a pas. Il y en a avant, mais la musique s'arrête au moment où les deux voitures démarrent au feu. C'est-à-dire que la musique monte en tension, où les mecs se chauffent côte à côte, et dès qu'on part dans la poursuite, on a le bruit des moteurs qui est ultra fort, mais il n'y a pas de musique. Mais on a été tellement préparé avant que la décharge des moteurs qui démarrent suffit. Et en fait, ça montre bien qu'il n'y a pas une façon d'aborder les choses, c'est juste des discussions, c'est des choix artistiques, comme tu le disais très bien aussi. Après, on est aussi très 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 formaté. Encore une fois, je repensais à ce que tu racontais, Pascal, avant. En fait, c'est un truc super dangereux. Il y a des phénomènes de mode. Quand un film marche, tout le monde veut la musique des films qui ont marché. C'est ça aussi qui nous tue la plupart du temps. À l'époque où Prisoners est sorti, tous les films que je faisais derrière avaient comme BO temporaire Prisoners. Mais c'est du fantasme. Ils ont pas fait Prisoners. Si je faisais un film d'action, c'était Batman Begins, la musique témoin. Mais ils ont pas fait Batman Begins non plus. Et en fait, c'est étonnant parce que nous, on a un fantasme effectivement à la lecture du scénario, mais qui est un fantasme plus lié à notre expérience, à ce qu'on ressent du film. Mais les réalisateurs ont des fantasmes, les producteurs ont des fantasmes, et ils ont l'impression d'avoir fait Batman Begins, ou voilà. Et en fait, ils se rendent pas compte que quand ils imposent un espèce de style, ils pensent nous aider en disant faudrait un truc façon ça, mais ils ont pas fait ce film-là. Et plutôt que de se poser la question de se dire qu'est-ce que l'histoire raconte? Qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Ils préfèrent ne pas perdre la face en disant j'ai aucune idée de ce que c'est que la musique et dire bon bah voilà, faudrait un truc dans ce genre-là, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'ils se trompent en faisant ça. Pour moi, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils ont ils ont pas notre expertise en fait. Oui, non, ce que je veux dire, c'est quand je dis, ils ont c'est une pour ça que je dis vision un peu oui, qui fait un morceau, degré, tout non, mais voilà. voilà. Non, mais c'est pour ça que je Et dis c'est à nous d'avoir l'intelligence de dire je pige ce qu'il veut. Exactement. Et moi je vais faire encore mieux. Mais ça, je suis d'accord, totalement d'accord. Sauf quand, d'un seul coup, ça devient la référence absolue. Et c'est à nous de le traduire. C'est, comme tu disais avant, c'est aussi notre responsabilité. C'est une petite enquête, quoi. Moi, j'aime bien. Oui. J'ai l'impression d'essayer de comprendre et de traduire. C'est un des trucs que j'aime bien. J'ai l'impression d'être dans ce petit jeu de pistes. Et au contraire, moi, les chansons qui sont présentes avant ou des choses comme ça, en soi, j'aime bien pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle quand même, nous travaillons dans une industrie artistique. Donc, qui dit industrie, dit forcément des codes et des choses très précises. Il faut que le bouchon ferme la bouteille avec tel diamètre. Et en fait, je me souviens d'une anecdote, quand j'ai commencé, on me racontait que Hans Zimmer était capable de juger la qualité d'une musique de film en regardant la forme d'onde. Et j'étais là genre mais n'importe quoi, mais quel blaireau ce mec, pardon. Et en fait, maintenant je trouve qu'il a raison. Je vois très bien qu'en fait, en regardant la forme d'onde, il voit où la musique commence, où elle finit, beaucoup d'infos, il voit en fait, où avec ça une forme swell, d'onde. c'est-à-dire où la musique prend de l'ampleur, où est-ce qu'elle se calme, où le rythme démarre, à quel moment il y a une grosse basse. Et donc en fait, il a une vision de la structure du morceau et il sait pourquoi elle va marcher ou pas. Et en fait, parfois, et alors c'est pas toujours le cas, quand le temp, encore une fois, c'est un mot dont on parle tout le temps Maintenant dans qu'on l'a notre jargon. expliqué, c'est bon. On Voilà, va quand parler la de musique Spotify. de référence est bien faite,
on peut la copier en regardant la forme d'onde. Et je l'ai déjà fait, et c'est incroyable. Oui, bien sûr. Si elle est bien faite et qu'effectivement il n'y a pas un blocage émotionnel à la musique, puisqu'en du coup en gros la question c'est j'ai l'impression d'être dans un truc de psychologique, de comprendre émotionnellement pourquoi la personne a choisi cette chanson-là, et du coup effectivement cette forme d'onde elle peut être c'est dans un contexte industriel, encore une fois. Je fais un peu comme tu disais, Rob, je refuse jamais la proposition et je dis toujours, si je pense qu'il faut aller vers une autre direction, je vais proposer cette autre direction, mais je vais jamais refuser. T'as des exemples comme ça qui te viennent où ça s'est passé Oui, j'ai eu ça avec un réalisateur en Pologne, Piotr Dumala, avec qui je travaille en ce moment aussi. Je voyais sa musique avec de l'accordéon. Et il me disait, il est hors de question que j'utilise soit du bandoneon, soit accordéon. Il voyait l'Argentine, l'Amérique latine. J'ai dit non, je vois vraiment ça. Pourquoi tu voyais ça? Parce que c'est sonore. C'était vraiment une approche sonore. C'était un film en noir et blanc, très très beau film, Ederly. Lui, il voyait un orchestre, quelque chose de beaucoup plus lyrique. C'était purement instinctif. Instinctif, je voyais rien du tout. Je voulais juste et aussi les souffles de l'accordéon quand on ouvre l'accordéon, ce truc qui sortait. Et pourtant, c'est passé parce que j'ai pas dit non de façon catégorique à sa proposition. J'ai dit j'aime, parce que c'est ça aussi. Voilà. C'est psychologique, exactement. Tu parles de l'industrie, il y a aussi tout le côté négociation qui est très important et c'est vraiment. Et par rapport au scénario, il y a quelque chose qu'on voit pas dans le scénario et qui se présente après, c'est le côté utile parfois de la musique dont les réalisateurs ont besoin. Ça peut avoir l'air négatif, mais c'est le bouche-trou que peut apporter la musique. Mais en fait, c'est un bouche-trou qui peut être esthétique à la fois et très utile à la structure du film. Le passage d'une scène à l'autre, par exemple, les pivots, les points de connexion. Les ellipses, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas dans le scénario et qui apparaît après. Mais là, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'est plus dans des considérations purement artistiques. Il est dans une considération purement technique. Là, la musique va m'aider à... Et ce qui est très intriguant, c'est qu'il faut transformer une phrase du genre, moi, on me dit souvent, là, il me faudrait la musique du temps qui passe. Exactement, voilà. Et ça, c'est génial. La musique du quotidien. Donc, c'est-à-dire une musique qui soit pas hyper émotionnelle et une musique qui soit à la fois neutre, répétitive. Alors ça, le côté neutre de la musique, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire, en fait. Dans les séries en particulier, il y a des tas de moments comme ça où on doit faire de la musique où on ne ressent rien. Exactement. D'où l'intérêt. Une fois qu'on est d'accord sur tout, c'est pour ça que vous parliez tu disais négociation, et j'aime bien cette idée-là parce qu'effectivement, une fois que on a quand même conceptualisé beaucoup de choses, c'est aussi ça qui fait que ces moments-là et ces musiques-là, pour moi, elles sont une conséquence. Une fois que tout a été posé, etc. C'est sûr que c'est pas au scénario, ça. C'est pas écrit au scénario, ça. Ouais, non, mais le temps passe. Alors là, le scénariste, il est viré direct. Mais ça. Mais du coup, si tout est bien posé, c'est-à-dire que si tout le décorum de la musique est posé dans ses couleurs, ses formes, etc., t'as plus qu'à tirer les fils. Et si tu l'as pas, ça, au départ, c'est là, moi, je trouve que t'es dans la merde pour ce genre de choses, par exemple. Est-ce que y a un type de scène ou de situation où les scénaristes devraient un peu plus d'entrée de jeu se reposer sur vous plutôt que sur les actions, les dialogues, etc. Ou à l'inverse, moins? D'où l'intérêt des scénaristes réalisateurs, parce que quand effectivement les scénaristes réalisateurs ont conscience qu'ils vont avoir envie de filmer et qu'il y aura pas besoin de dire parce que derrière ils dirigeront la musique, ça forme des binômes, des réalisateurs avec des compositeurs, donc tu sais que Michel avec qui tu bosses à ce moment-là, t'as pas besoin d'écrire ces lignes de dialogue parce que tu sais que ton compagnon de musique, il va pouvoir te mettre ça en musique. Donc plus le binôme se constitue et se forme, plus le scénariste écrit en conscience de derrière cette deuxième collaboration. Je pense qu'il y a une histoire de proportion scène dialoguée, scène non dialoguée qui est assez intéressante. C'est-à-dire que souvent, nous, on sait que s'il y a une scène qui est ultra dialoguée, ça va être plus compliqué pour nous d'amener quelque chose. Comme on disait tout à l'heure, si c'est trop bavard, si tout est expliqué, à quoi va servir la musique? On n'est pas là pour souligner genre ah oui, là il vient de révéler qu'en fait c'était lui l'assassin. Et là on met un coup de violon. C'est pas exactement ce qu'on espère faire quand on est compositeur. Donc évidemment, on espère que les dialogues vont être là à bon escient et on espère qu'il va y avoir de l'espace, peut-être des inserts, peut-être juste du paysage, peut-être, ça peut être juste un oiseau, j'en sais rien, sans qu'il y ait forcément de l'action. Donc ça, on s'imagine que c'est des endroits où on peut avoir de la place. Il y a aussi une autre façon de faire qu'on voit assez souvent. Le scénariste va écrire une musique entraînante démarre, pouf, et là ensuite action, dialogue, et à la fin, au bout de 1, 2, 3 séquences, fin de la musique entraînante. Ce genre de choses, ça peut nous aussi là nous donner des indications qui peuvent être assez intéressantes et fertiles. Moi, j'ai eu le problème d'avoir une musique surchargée. Là, par exemple, j'ai fait un thriller, The Vanished Elephant, avec un réalisateur américain.
Et il voulait de la musique absolument partout. Et c'est devenu épuisant. À cette époque, c'était il y a 2014, il y avait Omnisphere. C'est un logiciel de musique qui m'a sauvée et que j'ai trouvé ça horrible parce que c'est le genre tu reconnais les sons de Omnisphere chez n'importe quel compositeur. Et là, il voulait tellement de musique. C'était plus une source d'inspiration. Je me levais le matin, je me disais, oh là là, encore, parce qu'il voulait ces surcharges de trucs, et voilà. Alors quand tu dis, est-ce que tu peux apporter quelque chose, parfois tu dis, est-ce que tu peux enlever quelque chose aussi, tu vois, c'est vraiment... C'est le rôle d'ailleurs. Ah oui, absolument. Là, il faut pas de musique. Exactement. Mais comment, mais j'essaie de faire un truc de plus en plus. Alors je le fais beaucoup, notamment sur les séries, parce que comme c'est tellement formaté, il faut essayer de trouver des façons de sortir les mecs de ça. Je fais venir les réalisateurs et on regarde les épisodes sans rien. Juste le dialogue. Sans aucune theme track de rien, de quoi que ce soit. Alors c'est terrifiant pour eux. Hein. C'est vraiment dur parce que du coup c'est une vision très brute. On en revient presque au scénario, c'est-à-dire que c'est juste de l'image et du dialogue. C'est vrai qu'il se rend compte que son scénario est vraiment à chier, quoi. Non, mais les acteurs jouent très mal. On a une fonction de camouflage, c'est pas bon. En termes de montage, en termes de découpage, ça indique plein de choses. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est que comme effectivement en montage pour cacher la misère, même si c'est bon Ce qui est pas bon signe non plus. Non, mais c'est aussi souvent pour aider à faire passer des trucs, puisqu'il n'y a pas tous les bruitages, il n'y a pas tous les effets. Fluidifier. Il fluidifie en mettant un peu de la musique un peu partout, et puis il y a une espèce de, tu vois, de tapis comme toi t'as pu avoir, qui court tout le long. Et d'un seul coup, quand on fait tout virer, panique. C'est un peu gloops, quoi. Par contre, une vraie vertu, c'est que je pense qu'il y a plein de moments où ils auraient la tentation de mettre de la musique, où d'un seul coup, ils se disent, en fait, ça marche bien comme ça. Oh, mais ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Tu vois, et d'un seul coup, on sent quand il y a besoin de musique. Il y a un moment où le vide devient vraiment trop pressant, et on se dit, là, on va pouvoir commencer à développer quelque chose qui va amener un truc. Et même dans les scènes de dialogue, c'est super salutaire parce que ça permet de se dire, c'est quoi la bascule dans la scène, en fait? Un truc qui se passe qui fait que la scène switch et qu'on a envie d'entendre quelque chose qui accompagne ça et la psychologie du personnage ou peu importe quoi, mais une révélation. Mais la vertu du silence, elle est incroyable. Hein. Moi, le réalisateur qui voit la vertu du silence, c'est quelqu'un qui considère la musique. Et ça, je trouve fantastique. Parce que là, ça veut dire qu'il est rentré dans une approche esthétique. C'est plus remplir un vide, c'est vraiment devenu artistique. Voilà. Et nous, avoir aussi cette humilité. C'est pas une question d'humilité, parce que nous, on peut vouloir être présent de façon constante, mais c'est pas notre but non plus. C'est d'être, comme tu disais, il faut faire notre job. Et quand on apporte quelque chose de personnel, tant mieux. Ça permet de parler du spotting, je pense, où il y a la musique, où elle rentre et où elle sort, qui, je trouve, est aussi une des grosses missions. Moi, je le fais une première fois au scénario. Après, ça se trouve, ça ressemblera pas du tout à ça, mais j'aime bien reprendre ces notes-là. En tout cas, sur le scénario, je vais lire la première fois le scénario en lectrice un peu de base, parce qu'en plus en général je lis les scénarios hyper tôt, parce que c'est ces réalisateurs qui sont des gens avec qui je travaille depuis longtemps, donc du coup tu lis même les V1, donc tu sais que ça sert à rien vraiment de travailler en tant que musicien, mais quand on part vraiment dans le travail, du coup j'aime bien faire ces notes de spotting et d'idées et de choses et de flash, c'est les premiers trucs de cette petite transe qui viennent, parfois même quelques notes de musique, et après au montage j'aime bien re-regarder ces notes pour me dire oui, non, peut-être les autres pareil. En fait, ça m'est arrivé aussi de faire des lectures donc qui sont des lectures d'équipe, où donc t'as les chefs de poste et on lit le scénario tous ensemble. On prépare. Ouais, voilà, exactement. Et donc c'est vrai que pour moi ce qui est intéressant, c'est de voir dans la tête du réalisateur ce qu'il attend en fait de la musique. Donc s'il va décider, il va me faire un clin d'œil pendant le dialogue en me disant là ça va être bien, là on va en mettre machin. Donc je comprends que ok, il voudra de la musique pendant des dialogues pour justement soit générer la sensation d'un point de bascule dans un dialogue, soit pour créer une dimension supplémentaire de drame, de peu importe, j'en sais rien, ou de dérision dans quelque chose qui est dit, ou au contraire, je vais sentir que les dialogues c'est un truc qui va être intouchable et qu'au contraire il voudra la musique dans des phases bien à part, cloisonnées. Bien à part, bien cloisonnées, exactement. Donc pour moi c'est des indications, mais qui sont pas non plus, qui ont pas vertu de décision, quoi. Encore une fois, c'est la volonté d'un réalisateur. La musique du film, c'est vraiment une volonté du réalisateur. C'est pas nous qui décidons. Nous, on est vraiment au service de la volonté de cette espèce de grand Manitou. Et dans cette volonté, il y a un rapport de communication qui doit être inventé et créé sur chaque projet. C'est différent entre compositeur et réalisateur. Et souvent en France, réalisateur scénariste. Et donc, il faut créer ce dialogue, il faut créer ce vocabulaire. Dès la prépa. Et qui va se transformer en musique. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire un truc avec les réalisateurs, mais ça peut s'appliquer aux scénaristes. Un jour, je travaillais avec un réalisateur avec qui j'avais jamais travaillé, et il m'est venu une idée, parce qu'on avait du mal à se comprendre, je crois. Je lui ai dit, tu veux pas me faire une liste de 10 films et 10 séries qui t'ont donné envie de faire du cinéma? Et moi, je vais te donner une liste d'une dizaine ou d'une vingtaine de morceaux qui m'ont donné envie de faire de la musique de film, ou qui me paraissent importants dans la musique de film. Et on s'est échangé nos listes. Et le résultat était assez surprenant, parce que sa liste, il y avait des westerns.
Et j'ai trouvé ça assez génial parce que on faisait pas du tout en western en fait. Mais le simple fait que lui, ce qui lui avait donné envie de faire du cinéma, c'était le western, d'un seul coup, ça m'a changé complètement la vision de ce qu'il était. Et je pense que tu as parfaitement raison. Le plus dur dans ce métier, c'est d'arriver à instaurer, au-delà de la confiance, mais un vocabulaire commun entre nous, parce qu'on fait des métiers techniques. On n'attend pas d'un réalisateur ni d'un scénariste qui nous dise mets un do mineur 7 quoi. C'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est de nous dire je voudrais que à cet endroit-là, on comprenne qu'il y a de l'ironie dans sa phrase. Et donc maintenant, je fais ça systématiquement. Je leur dis voilà, regarde l'interaction de ça me paraît intéressant, même si c'est d'une autre époque, mais c'est du vocabulaire, c'est pouvoir se dire après coup. Il y a un réalisateur avec qui j'ai travaillé qui a une culture cinéma incroyable et qui en plus est musicien. J'adore quand je travaille avec lui parce qu'il me dit tu vois, on pourrait faire un truc un petit peu comme dans Ghost in the Shell au moment où il fait ça. Enfin, ça devient super précis. Il me fait pas écouter la musique, il me parle de la sensation que la musique lui procure dans la scène. Et ça, c'est intéressant. Toi, Pascal, tu spots comment les endroits, peut-être des fois dès le scénario ou pas, de là où tu as trouvé ta musique? Ah non, c'est au montage que ça se passe. C'est vraiment au montage. Moi, je fais des thèmes. On a beau faire les thèmes qu'on veut, mais je n'ai pas la responsabilité du spotting. Enfin, c'est toujours. Cette question qui revient toujours. Ah ouais, non. Moi, je fais des débuts, des fins, mais bizarrement, c'est jamais là que ça se passe. On travaille à l'image ensuite, dans un deuxième temps, vraiment. C'est-à-dire une fois que les choses, en effet, sont statuées, là, oui, on bosse vraiment à l'image. Est-ce que ça vous arrive de retourner vers ce que vous aviez lu à la base dans le scénario, ce que vous avez ressenti à la base dans le scénario? Moi, toujours. Toujours? Ouais, moi j'étais toujours surprise de voir à quel point le scénario ressemble au film. Pas la musique, le scénario. Oui. Parce que je reçois beaucoup de rush, les images de tournage, quoi. Mm-hmm. Alors c'est vrai que je me prépare et après je vois tout ça en premier montage, jamais de surprise. J'arrive toujours à mes fins, oui. C'est-à-dire que j'ai toujours des thèmes de départ que j'adore, qui sont pas forcément pris au départ parce que des fois il y a souvent des thèmes musique, donc on est un peu obligé d'essayer d'adapter un peu nos thèmes à ces musiques là parfois. Faut coller au truc, mais moi, à chaque fois, je retombe sur mes pas. C'est-à-dire que les thèmes, les thèmes de départ que j'avais eu au scénar, j'arrive à les replacer à la fin. Je crois que c'est une histoire de confiance, effectivement, parce qu'il y a des moments, je crois, où on se perd un peu en chemin, forcément, c'est quand même des process hyper longs, quoi, entre le moment où tu ressens un scénario et le moment où t'interviens effectivement sur un montage verrouillé. Il s'est passé ça a vachement bougé. de temps. Est-ce que tu arrives à reboucler du coup, justement, je trouve qu'il y a une histoire de confiance parce que par moment, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même hyper intéressant de développer ce fameux vocabulaire commun, quelle que soit la méthode, en mode speed dating, on parle de couleurs. Parfois, les réalisateurs, ils adorent parler de musique, parfois ils aiment pas, parfois ils ont peur d'en parler, parfois ils ont peur de pas être technique, alors que bon, en l'occurrence, je le suis pas. Donc du coup, mais voilà, bref, avec chacun, tu vas trouver une manière de parler, de communiquer, de se lier. Et après, en fait, quand tu sais plus, c'est bien de se rattacher à des choses qu'on a pu cette idée qu'on avait au départ. Mais après, il faut lâcher. Et moi, je pense que pour avoir la confiance d'un réalisateur, il faut savoir lâcher. Ah bah mais oui. après, ça, mais vraiment, parce que du coup, voilà, et dire qu'il n'y a pas besoin de musique à un moment où je pense que vraiment il y a besoin de musique. Puis en fait, tu vois, en fait non, pardon, en fait, je me suis plantée. Enfin, du coup, je pense que c'est aussi vachement ce truc de vocabulaire commun, de confiance qui se gagne, comme dans n'importe quel rapport humain d'ailleurs. C'est un rapport assez proche d'un rapport amoureux, moi, je trouve en tout cas. Oui, et du coup, voilà, donc c'est aussi aimerait bien cette être histoire de aimé des confiance. fois. Oui, ça. Est-ce qu'il est symétrique ce rapport amoureux? Sinon il marche plus au bout d'un moment comme un rapport amoureux, quoi. Enfin, bon. Et Rob, du coup, est-ce que toi, ça t'arrive aussi de ramener faire à la l'amour? fin... Moi, je fais beaucoup l'amour. Non, j'utilise en tout cas beaucoup ce fameux moment de fantasme du film au moment du scénario. J'essaye de composer le plus vite possible de la matière, quelle qu'elle soit, et je me sers de cette matière comme base de création de ce fameux vocabulaire commun qu'on cherche à avoir. Et en fait, donc très vite, je compose ce qui me passe par la tête, basé sur nos conversations, la lecture du scénario, je sais pas, un mood board, tout ce que je peux piocher. Et en fait, je me sers après de cette matière pour dire au réalisateur, alors voilà, parlons maintenant concrètement. Donc, tu as entendu, je t'ai livré 10 morceaux. Il y en a, il y a de la flûte, il y en a, c'est du synthé, il y en a, il y a de la batterie, il y en a, j'en sais rien. Et ça permet d'inventer, en fait. Donc, c'est pas vraiment avec des mots, c'est avec de la musique. Et là, il va me dire, ah, j'aime bien cette couleur-là, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui m'angoisse. Ou alors, au contraire, celui-là me fait rire, c'est pas du tout ça. Si jamais le montage et le tournage se sont un peu déviés, est-ce que toi, avec ces thèmes que tu as créés à la base, cette matière que tu as créée à la base, tu vas chercher à remettre le film sur ses premiers pas, ou est-ce que tu vas suivre là où il va? En fait, c'est marrant parce qu'il y a une contradiction. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai l'impression que je retrouve toujours quelque chose de mon instinct premier. À la fin du film, je retrouve toujours une trace de ce que j'ai présagé pour le film. Et en même temps, j'ai la conscience qu'un film est en
perpétuelle mutation et évolution. Et j'ai pas l'impression de jamais revenir au scénario. J'ai l'impression qu'on avance. Et en fait, c'est, je pense que les réals, beaucoup, en tout cas, moi, m'ont raconté le vivre comme ça. C'est exactement comme partir en guerre. Tu sais avec quoi tu pars et tu sais pas très bien où tu vas, et à la fin, tu te démerdes avec ce que t'as entre les doigts, quoi. C'est un monteur qui me disait ça, que le montage, c'est l'art de faire avec ce qu'on a. Et en fait, c'est un peu ça. Donc, ça sert à rien de relire 10 fois le scénario, quoi. Au final, la scène, tu l'as pas. Parce que le comédien était à chier, et donc, voilà, il faut faire avec ce que t'as. Moi, c'est marrant parce que tu parles de parler autour de la musique. Moi, j'aime bien aussi le faire un peu avec des mots, peut-être parce que je suis bavarde, mais bon, bref. Mais parce que j'aime bien faire cette note d'intention musicale aussi au départ, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de pédagogie aussi qui peut être un peu utile, et je trouve que parfois c'est cool de pouvoir accompagner le scénariste / réalisateur. C'est quand même plus facile de revenir par des mots à l'endroit où on veut aller. Donc du coup, moi je sais que j'aime bien par exemple faire une note d'intention musicale. Ça fait hyper baccalauréat de dire ça comme ça. N'oubliez pas que moi je vais là et essayer d'aller dans cette direction. Ouais, en fait, oublie pas qu'on voulait aller là. Pour toucher les aides de la SACEM. C'est pour toucher, absolument. Donc pour avoir les aides de la SACEM et du CNC. Non, mais du coup, parce que par un moment, on sait plus où on va, et du coup, c'est vrai que attends, tu sais qu'on avait choisi ça. Et du coup, c'est par là que moi je retourne dans la matière. Il y a juste un moment, en fait, il faut quitter complètement le scénario. C'est-à-dire qu'on l'a lu, on l'a rejoint en travers, on nous en a parlé, on a fait des pitchs, on a fait des machins. Il y a un moment donné où il faut le quitter complètement, en fait. Pour y revenir quand on est, par exemple, au mix, justement, et on est dans les histoires de la productrice qui nous dit « Ah oui, mais non, attendez, c'est pas ça, là, l'histoire. » Donc, mais il faut carrément quitter le scénario à un moment donné. Parce que sinon, on reste tout le temps fermé, cloisonné dans un truc qui va nous empêcher de créer vraiment, quoi. Et parce que la contradiction est toujours source de vérité, j'ai envie de dire exactement le contraire. Il faut toujours. Et je voudrais citer un cas très précis, c'est le Bureau des légendes, où en fait, le scénario constituait une véritable bible, et il était impossible de s'en éloigner. Parce que le scénario de cette série, je sais pas si vous l'avez vu, est tellement bien ficelé, précis. Voilà, c'est écrit, quoi. Il y a aucun doute. Si tu en sors, tu loupes tout, quoi. Donc Éric Rochant était vraiment le garde-fou de tout ça. Et lui, le scénario, il était hors de question de sortir, mais même d'une ligne de dialogue, parce que sinon, ça ne tient plus la route. Donc là, il y avait quelque chose auquel on revenait en permanence. Pas moi, mais je sais que eux, en montage, ils montaient avec le scénario à côté, quoi. C'est-à-dire, on sait exactement la scène d'après. Et il y avait pas, comme on a parfois dans le cinéma d'auteur, l'idée que deux scènes peuvent peut-être être interchangeables, ou alors on change la structure du film complètement. Allez, finalement on démarre par le flashback parce que sinon on comprend rien après. Bon voilà, ce genre de conneries qu'on a tous vécu. Et j'ai l'impression. Comment? On rajoute une voix off. Ouais, de la post-synchro. Et j'ai l'impression que c'est assez vrai pour les séries. Parce que dans les séries, on est dans un cadre industrialisé à l'extrême. Donc avec des timings qui sont beaucoup plus serrés, des rendus, des machins, tout ça. Donc là, le scénario, c'est une bible. On peut pas vraiment en sortir. On n'a pas le temps d'expérimenter, de s'en écarter. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore une fois 10 000 vérités possibles. Quand vous avez beaucoup de possibilités de projets sur lesquels vous engagez, est-ce qu'un scénario, c'est un truc qui va influencer votre choix? Est-ce que vous vous dites parce que l'histoire me plaît, parce qu'il y a un défi artistique, parce que je ne sais quoi? On m'a demandé de signer une lettre d'intention de participation pour un projet sur une coproduction franco-néerlandaise. Il se trouve que je suis aussi hollandaise. On m'a envoyé le scénario, j'ai lu la bio du réalisateur, très intéressante, et le scénario était tellement pauvre, mais qu'est-ce qui fait que je sois capable de sentir que le scénario est pauvre? Et je me suis pas engagée à cause du scénario. Je le sentais pas. Non, parce que je trouvais ça très scolaire. Et j'ai senti déjà dans le scénario un truc d'évidence, mais les phrases, des choses, mais tellement clichés, tellement évidents, tellement pauvres, quoi. Pauvres. Un scénario qui, du coup, est trop explicatif, par exemple, pour, voilà, ou trop... où tout est dit, du coup tu sais déjà qu'à la musique tu pourras pas venir révéler quoi que ce soit parce que tout est révélé. Donc par exemple, tu sais que la musique pourra pas avoir une place que moi très subjectivement je trouve intéressante, et où du coup après c'est aussi ça, c'est moi il y a des scénarios, je dis bah il y a peut-être d'autres gens qui vont faire un truc 1000 fois mieux, et je suis pas la bonne personne pour ce projet pour cette raison-là, parce que l'endroit où j'aime placer la musique n'a pas cette place dans ce film-là ou cette série-là, par exemple. Moi, j'ai la naïveté de croire que si un scénario part en production,
c'est qu'il est forcément... J'arrive pas à juger, de me dire si c'est un mauvais scénario ou un bon scénario. Même si, à la lecture, des fois, je me dis, mais c'est vraiment de la merde. Mais je me dis, c'est pas parce que le scénario est mauvais, c'est peut-être parce que ils ont une idée derrière la tête. Alors, soit c'est de faire un film qui parle à un public qui n'est pas, dont je ne fais pas du tout partie, soit c'est de faire un objet cinématographique auquel je n'adhère pas. Mais j'arrive pas à me dire que le scénario est mauvais. Même quand je le trouve mauvais, je me dis, c'est pas possible. Les mecs l'ont lu, ça fait 6 mois qu'ils bossent dessus, il y a un prod. Ils n'ont pas lu, Mais justement. c'est justement parce que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que moi je sois en capacité de dire si un scénario est bon ou pas? Mais justement, je pense qu'on est aussi tellement proche qu'il y arrive un moment où je pense qu'on peut voir au-delà de... Mais tu pars du principe, tu te dis, s'il est produit, ça veut dire qu'il est bien. Mais il y a toute une question qui rentre en jeu aussi. Mais si Les tout le monde se aides, dit les ça, quotas, les trucs, Oui, mais tu parfois vois. un scénario peut être assez pauvre. Je pense à je vais citer un film sur lequel j'ai adoré participer. Je pense à Revenge. Donc, il y a un film de Rape and Revenge. Donc, une fille se fait violer et elle finit par buter tous les mecs. Au scénario, c'était pas ouf. C'est-à-dire que l'histoire, tu vois, le pitch est hyper simple. Et en fait, ce qui a révélé le film, c'est la réalisation, c'est le rythme, c'est la DA, c'est le jeu, le cast, le décor, des milliards de trucs qui ont fait que le film était hyper puissant, hyper fort. Alors que sur scénario, c'était pas Ça extraordinaire. aurait été trop tôt pour ça. Ouais, et c'est pareil pour Maniac. Le scénario, bah voilà, il la poursuit, il la C'est pas un peu scalpe. les films de genre, du coup, Bah, où ça peut Donc rentrer là, un il se petit peu trouve dans que ce c'est deux cas-là. films Ouais. de genre où il y a du gore, mais en fait, il faut avoir aussi l'intelligence d'un projet au-delà du scénario. C'est-à-dire que la question que je posais tout à l'heure, est-ce que le film existe une fois que le scénario est écrit? Il y a quand même énormément de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que moi, quand je reçois un scénario, je ne fais pas que le lire. J'essaye de comprendre pourquoi. Qui réalise, qui décore. Qu'est-ce que c'est que ce s'inscrit, truc, du quoi. coup, Ouais. ouais. Et ça n'a pas une valeur absolue, disons, un scénario. Sauf dans certains cas précis, Bureau des légendes, là, le scénario, tu le lis, tu vois exactement ce qui va se passer, quoi. Je repense à ce que tu disais, Audrey. Moi, j'aime bien bosser avec des gens, quoi. Donc, finalement, le scénar, c'est une chose, mais il y a plein de fois où j'accepte des choses parce que je sais que j'ai travaillé avec un tel réalisateur ou Voilà. tel monteur ou tel, et c'est des gens que j'aime bien. Et je me dis, bah, s'ils le font, c'est que ça doit être bien. Et puis après, moi, il y a aussi beaucoup de projets où j'ai même pas le scénar, où j'arrive, où tout est déjà fait, j'ai plus qu'à faire la musique. Pascal? Ouais, moi j'aurais pas la prétention de dire qu'un scénar est bon ou pas bon en fait. J'ai une façon de voir les choses, mais est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais fichtrement rien. Et en effet, moi souvent je bosse avec les mêmes personnes, assez souvent. Donc comme c'est encore une fois des travaux collectifs, bah, je fais confiance aux personnes qui produisent. C'est vrai que si c'est quelqu'un de ma famille qui m'envoie un scénar, c'est pas la même histoire que si c'est une prod. Évidemment, je vais sûrement pas le prendre de la même façon. Je vais peut-être davantage donner mon avis à quelqu'un de ma famille, quoi. Si vous pouviez là maintenant profiter de ce micro pour faire passer un message aux scénaristes, quel qu'il soit, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous leur diriez aux scénaristes? Je pense que c'est important de comprendre ce que peut faire la musique dans un scénario et de pas l'utiliser simplement comme un outil de production ou un outil de pivot scénaristique, mais de soit laisser complètement de côté et admettre que ce sera le boulot du compositeur, du réalisateur de piger quelle est la fonction, ou si vraiment il y a quelque chose à en tirer, en fait il faut le penser de façon intelligente, quoi. Ça se voit peu en fait, je trouve, dans les scénarios, une façon intelligente d'aborder la question. Est-ce que ça a un sens dans le scénario, et si oui, comment l'écrire, comment le faire intervenir? Est-ce que c'est juste des indications? Est-ce que c'est dire, justement, comme je disais tout à l'heure, tiens, là, Beyoncé? Est-ce que, voilà, essayer d'inventer une nouvelle façon d'intégrer la musique. Ouais. Autre message pour les scénaristes? Ouais, non, mais Nous sommes de votre côté. Nous sommes, non, mais venez en vrai. Il y a un site là qui s'est monté, alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais qui s'appelle Paper to Film, qui du coup justement met en lien les scénaristes et Et les producteurs? les compositeurs. Les compositeurs Ouais, aussi. ouais. Ok. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a des, ça peut être d'autres manières de créer d'autres collaborations. Je sais pas ce que vaut ce site précisément, mais je trouvais ça intéressant comme démarche. J'ai l'impression que du coup, il y a de plus en plus de démarches qui vont dans ce sens. Cool. Ouais, et j'ai envie d'ajouter que il faut pas forcément penser le compositeur comme quelqu'un qui va ne parler que de musique, mais qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'en faisant de la musique de film, je fais du cinéma. J'ai l'impression qu'un scénariste ne fait pas qu'écrire, il fait aussi du cinéma. Et pareil pour le monteur, etc. Nous, on a un aspect très technique, effectivement, on compose de la musique, on la place à l'image, etc. Mais en vrai, on fait du cinéma. Ça veut dire qu'on se pose des questions bien plus larges, de sens, de rythme, d'atmosphère. Et même que tout le monde, finalement. Voilà, Comme eux, exactement, comme eux, exactement. quoi. Donc je Comme pense eux, en qu'on tout est souvent des interlocuteurs qu'on place en fin de processus. On arrive assez souvent à la fin de la post-prod. Tiens, bah voilà le film, il y a des thèmes partout, tu me remplaces ça à la Hans Zimmer. Ok, cool. On peut le faire, mais on peut aussi être un véritable interlocuteur et lire la V1 du scénario et dire, bah moi je trouve que il y a le ventre mou, il y a vraiment un problème. Je trouve que tel personnage on passe à côté. Je trouve qu'on comprend pas telle chose, etc. Vous sollicitez plus, quoi. Ouais. On fait pas de la musique pour se mettre en valeur. On fait de la musique dans un film. Voilà.
aussi on ferait des albums solo, quoi. Et c'est vrai qu'il y a parfois, en tout cas, il y a une forme de méfiance vis-à-vis des compositeurs dans le style, oh là là, il va manger mon image, ou il va prendre trop de place, il va s'approprier l'histoire, et en fait, sinon on ferait pas ce métier-là. C'est-à-dire que on n'est pas là pour gonfler nos égos et montrer qu'on est capable d'écrire des trucs pour 80 musiciens. C'est pas l'idée. Le message, il est vraiment là de dire que on fait partie du processus. Moi, je pense qu'on peut être intégré à plus de processus créatifs. Et j'ajouterais, parce que j'ai ce micro, que non, et je dis pas ça pour mettre en valeur notre métier, mais du fait du rythme de production qu'on a, je me suis souvent rendu compte que j'ai travaillé sur plus de films que la plupart de mes collaborateurs. Parce que quand on est compositeur de musique de film, on peut faire 3-4 films par an, ce qui n'est pas le cas d'un monteur, ce qui n'est pas le cas d'un réalisateur, ce qui n'est pas forcément le cas d'un scénariste. Et donc en fait, on a beaucoup d'expérience. Et avec cette expérience, on sent et on a une sorte d'intuition sur ce qui peut marcher, là où peut y avoir des problèmes, etc. Donc je pense que notre regard peut être utile au-delà d'un regard de compositeur, mais simplement de quelqu'un qui a l'expérience du cinéma. Pascal, un message pour les scénaristes peut-être autre que cela ou... J'ai pas de message particulier à leur faire passer, si ce n'est celui de les remercier, d'être l'impulsion, d'être le départ, de nous donner à nous tous finalement des histoires à mettre en musique. Voilà. D'être au début de la chaîne. Il faut pas oublier que s'il n'y a pas de scénar, il n'y a rien. Ouais. Personne n'a de boulot. Voilà. Selma, pareil? Ouais, c'est tout à fait dans la ligne de... Et bah, donc, dernière question. Là, on quitte pour la dernière question le scénario. Ce serait une reco BO. Pas forcément parce qu'elle est incroyable ou prestigieuse, mais une BO, quand vous l'avez entendue, vous vous dites, ah, ça sert bien le film, ou c'est intéressant, ou c'est original, comme tu parlais de Moonlight tout à l'heure. Est-ce que vous avez des BO comme ça qui vous ont marqué artistiquement? Moi, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais The Mission, la mission de Ennio Morricone, que je trouvais vraiment un mariage entre l'image, l'histoire surtout, et la musique incroyable, jusqu'au moment où j'ai découvert la scène de Joker, de Hildur. Je suis incapable de prononcer son nom de famille. Merci beaucoup. Quand il danse et qu'elle a mis cette musique qui est impressionnante. C'est vraiment juste une mélodie de violoncelle un peu sale, parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi le son du violoncelle, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et son travail aussi sur Tchernobyl, de reproduire la musique d'une centrale nucléaire. C'était même pas le personnage et tout, mais de ce monde, de ce truc, de débris. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ces 2 impressions de Morricone et le travail de Hildur. C'est 2 mondes complètement différents. C'est un exemple, très bon exemple typique de relation musique-scénario, où tu as la scène où Jeremy Irons joue du hautbois tout seul dans le forêt. Absolument, c'est une ça. Scène qui est musicale et qui est, d'un point de vue scénaristique, hyper forte, de rencontres au-delà des mots, au-delà du dialogue, etc., sur des indigènes et un jésuite. Donc ça, c'est typiquement une vraie idée de scénario qui tue, quoi. Voilà, exactement. Tout à fait. Ceci dit, ils sont pas si éloignés l'un de l'autre, parce qu'ils viennent tous les deux de la musique contemporaine en même temps. Non, mais je sais, mais oui. Mais donc c'est étonnant que ce soit... Erwan, toi, tes recos en termes de BO que tu as trouvé Les autres. Moi, je pourrais citer toutes les interventions de Johnny Greenwood. Que je trouve à la fois hyper moderne, hyper innovante et très forte, avec une empreinte folle sur le scénario, sur le récit, la narration, le tempo du film, la couleur, l'utilisation des percussions, genre que des qualités, quoi. Vraiment le mec qui tue, quoi. Sans faute. Le dernier Lynn Ramsey notamment, moi je mais c'est vrai que c'est encore une fois, je pense, lié, j'imagine, à sa collaboration avec P.T. Anderson. C'est-à-dire que là, il y a un vrai tandem réalisateur-compositeur, on sent qu'ensemble, j'imagine, qu'ils pensent la musique très tôt, la construisent très tôt et s'imaginent très tôt. Sur le premier, en fait, il l'a contacté parce qu'il avait utilisé des pièces contemporaines qu'il avait écrites pour mettre sur There Will Be Blood, je crois. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Mais à la base, effectivement, il s'est intéressé à sa musique et il a monté des choses par rapport à ça. Moi, je vais reciter du coup Nicolas Britell. La BO de Succession, il y a un truc que je trouve intéressant et c'est pour revenir un peu sur le personnage musique entre guillemets. Après, encore une fois, l'histoire que je me raconte. La BO de Succession, c'est cette espèce de thème un peu générique, un peu grandiloquent, etc., avec un espèce de petit beat de boîte à musique derrière. Et je trouve que d'avoir marié, parce que donc on est en train de parler de plus ou moins la famille Trump.
qu'on suit dans ces espèces de petites frappes qui sont bien pires que les petites frappes et du coup je trouve que d'avoir marié ces instruments un peu nobles et ce thème un petit peu dynastie avec un petit beat R&B, je trouve que ça révèle sur ces personnages qui se prennent pour des gros durs. Enfin voilà, l'endroit où il a placé la musique en fait. Beau choix artistique. Où je trouve ça super intéressant. Il y a pas beaucoup de musique dans les épisodes, c'est principalement le générique. Non Ouais, alors c'est le thème revient et il est rejoué de manière un peu différente. Ouais, et la manière dont il est placé. Voilà. Pascal ? Moi, la BO qui m'a le plus parlé ces derniers temps, là, c'est la BO de Peaky Blinders, par exemple. Voilà, un truc que j'ai trouvé extrêmement second degré, pour le coup. Extrêmement rock'n'roll, qui se passe pendant la période des années folles, et du coup, le fait d'amener du rock dans cet univers-là, j'ai trouvé ça tellement original et tellement saisissant que ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis, il y a par-ci, par-là, un peu de score, mais toujours très organique, très, très intéressant. Vraiment, j'ai adoré cette BO. Je vais te rejoindre sur Nicolas Brittle, mais plus sur Vice. Moi. La BO, le score de Vice m'a sidéré. The Big Short aussi, évidemment. Mais plus récemment, dans ce que j'ai vu, il y a The Good Fight, où David Buckley fait un truc que je trouve absolument génial. Il utilise le principe de la musique de la Renaissance dans un cabinet d'avocats. En fait, c'est une série qui se passe dans un cabinet d'avocats, et toute la musique est basée sur un modèle, le générique y compris, sur une musique de type Renaissance, avec instruments d'époque, des flûtes à bec, des voix. Et en fait, l'association des deux, c'est un chef-d'œuvre. C'est juste magique. En fait, il y a la précision d'écriture de cette musique colle absolument merveilleusement avec le côté ultra carré de tous ces avocats qui, sous un vernis absolument parfait, sont tous en train de se tirer dans les pattes et se faire les coups les plus horribles, et que tout soit enregistré tout le temps. Pour de la série, c'est absolument dingue, et c'est une des associations les plus incroyables que j'ai vues ces derniers temps, et que je trouve génial. Et une petite dernière, Black Klansman de Terence Blanchard. Je trouve que ce qu'il a fait dans Black Klansman, c'est absolument dingue. La musique est comment ? Je me souviens pas. Ouais, c'est comme toujours avec Terence Blanchard, il fait un truc qui est à la fois du score, du jazz, de la soul, et il mélange tout ça, et il y a un thème qui est super beau. Et en fait, je saurais pas l'expliquer, il arrive à intégrer toutes ces couleurs ensemble. On fait un truc très très particulier. Moi, je me souviens pas. Et voilà. Moi, comme BO, récemment, j'avoue, si je devais le dire, une que j'ai découverte récemment. Tu vois, c'est dur. Mais en même temps, je suis pas compositeur, du coup, j'ai pas un regard technique ou artistique sur les BO que j'écoute. Justement. La musique. Là, dernièrement, j'écoute beaucoup les BO de David, je sais pas si c'est Wingo ou Vingo. Parce qu'il fait parce que justement j'écris aussi à côté, et que c'est des musiques d'ambiance que j'aime beaucoup pour écrire. Donc il a fait la BO d'un film de white trash qui s'appelle Joe, il a fait la BO du film de beaucoup de films de Jeff Nichols, donc Midnight Special notamment, qui sont vraiment des musiques, je sais pas, d'ambiance posées, mais en même temps avec une petite tension en fond. Donc quand t'écris des trucs un peu thriller, un peu comme ça, c'est sympa. Et donc je mets un aléatoire. L'ensemble de ces BO, en fait, elles s'écoutent bien à la suite, elles se ressemblent beaucoup, même si les films sont différents. Et voilà. Et merci à tous pour vos réponses. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci, ouais. Les compositeurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Selma, Audrey, Rob, Pascal et Erwan pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu, et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.